Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre 12e leçon du module mathématiques 2. Cette leçon a pour titre toujours fonction de deux variables, mais maintenant on va voir ce qui se passe pour les applications CK. Fonction de deux variables, application de classe CK. Ce que nous allons voir spécifiquement, ça va être parler des développements limités, bien sûr. On se rappelle des développements limités au moins pour les fonctions d'une seule variable. Ici, on ne va pas parler des développements limités d'une manière très développée, entre parenthèses, comme nous l'avions fait pour le cas d'une variable, mais quand même, nous allons en parler quand même parce que c'est une notion qui est très très importante et qui va nous être très très utile pour les prochaines leçons, pour au moins une des prochaines leçons. Différentiel d'une application de classe C1 et ensuite définir qu'est-ce que ça signifie une application de classe CK. Je présume que vous avez grosso modo compris un petit peu les classes CK à travers ce que nous avions fait pour les classes CK pour une variable. Ceci est vrai, mais bon, modulo quelques petites différences, puisque ici nous sommes obligés de traiter avec des fonctions qui sont à deux variables. Commençons par cette notion de développement limité. Comme vous allez voir, en fait, j'ai préféré un petit peu la mettre au départ comme ça pour avoir une très très bonne idée de ce qui va venir après pour la différentielle, pour préparer le cours sur la différentielle, étant donné bien sûr qu'on pourrait encore, pour cette notion de développement limité, donner des notions qui sont beaucoup plus, disons, beaucoup plus profondes. Et bien sûr, si vous naviguez sur le site Netuno, cliquez sur MedNetu Project, vous trouverez sur les cours quelque chose d'un peu plus élaboré. Mais maintenant, on va juste donner une idée d'un petit peu de ce que c'est. Développement limité. Je prends une fonction, une application définie sur toujours un ouvert U de R2. Cette fonction peut être à valeur réelle comme elle peut être à valeur vectorielle R2. Je prends un point A égale alpha bêta, un point de U toujours. Je prends U égale HK, un vecteur quelconque, mais bien sûr non nul. Parce que, rappelez-vous, quand on avait fait les dérivations selon un vecteur, ce qui est intéressant, c'est de prendre, dans le cas d'un vecteur, non nul. On dira que F possède un développement limité, et vous voyez, nous allons faire encore les mêmes initiales que dans le cas d'une variable, développement limité, au point A, s'il existe deux nombres réels, dans le cas d'une fonction à valeur réelle, ou deux couples. Ici, dans ce cas-là, lambda va signifier, c'est le couple lambda 1, lambda 2. Mu, ça va signifier le couple mu 1, mu 2, dans le cas R2, tel que je prends la quantité f de A plus U, moins f de A, moins lambda H, moins mu K. Toute cette quantité-là, quand je la divise par norme de U, doit tendre vers 0. Bien sûr, dans le cas R2, doit tendre vers 0, 0. Et vous voyez, on a bien spécifié 0, 0 pour dire, attention, 0, c'est dans le cas réel, 0, 0, c'est dans le cas R2. On a alors l'écriture. On est en train maintenant de tendre vers l'écriture qu'on avait écrit pour les fonctions d'une variable avec ce qu'on appelle les notations de Landau. F de A plus U est égal F de alpha plus H bêta plus K. C'est la variation sur la première variable, la variation sur la deuxième variable. Et rappelez-vous, toujours on fait comme variation sur la première variable la quantité H, et sur la deuxième variable la quantité K, qui est égale F de alpha bêta plus lambda H plus mu K. Cette notion, si vous voulez, est d'ordre 1, c'est ce qu'on appelle la partie linéaire, plus un petit taux d'une norme de HK. Nonobstant le fait que cette norme soit la norme 2 ou la norme infinie. Nous, à la limite ici, je dirais, on ne fait pas trop attention à cette norme-là, puisque je sais que les normes sont équivalentes. Si c'est un infiniment petit par rapport à la norme 2, c'est aussi un infiniment petit par rapport à la norme infinie, tout simplement parce que nous avions déjà vu que les normes 2 et infinies, et même aussi la norme 1, sont des normes équivalentes. Proposition. Conséquence de l'existence d'un développement limité. Si F est une application définie sur l'ouvert U de R2 à valeur dans R, respectivement dans R2, ça signifie que ce résultat-là va être aussi bien valable pour les fonctions à valeur numérique que la valeur vectorielle R2. Si alpha égale alpha bêta, c'est le point A,
et si U c'est un vecteur quelconque non nul de R2, si on suppose que F admet un développement A, ça signifie l'écriture en petit o, F de alpha plus H, bêta plus K égale F de alpha bêta plus lambda H plus mu K plus petit o de HK. Dans ces conditions, l'application est nécessairement continue en A. Alors vous voyez un petit peu que, là on précise un peu ce que l'on avait remarqué lors d'une leçon précédente. Lors de la leçon précédente, on avait des dérivées partielles, donc on arrivait à dériver, mais on avait fait la remarque que même s'il y avait des dérivées partielles, il se pouvait que la fonction ne soit pas continue en A. Maintenant, dans ces conditions, vous voyez, l'application est nécessairement continue en A. C'est très très important. Alors, même de plus, cette application va admettre des dérivées partielles en A par rapport à X, par rapport à Y, et qui justement vont coïncider avec lambda et mu. Alors cette technique de développement limité est parfois très très utile, parce que parfois les expressions de la fonction sont un peu compliquées. Il est dans ce cas-là plus simple de faire un développement limité et dire tiens, j'identifie lambda, j'identifie mu dans la partie linéaire pour avoir nos dérivées partielles. Pardon. F va donc dans ce cas-là admettre une dérivée en U, c'est-à-dire selon le vecteur U qui est HK, et cette dérivée, c'est du de f en A, c'est lambda H plus mu K, et ça, c'est une remarque qu'on avait déjà fait auparavant. On va maintenant introduire la notion de différentiel, d'une application de classe C1. Donc déjà, pour la différentielle, je dirais classe C1, grosso modo. Alors, je vais dire maintenant, je vais prendre un développement limité de classe C1. Toujours U, une fonction qui va de U dans R2, inclus dans R2, à valeur toujours dans R ou de R2, de classe C1 sur U, alors, nécessairement, vous voyez, la condition C1 entraîne l'existence d'un développement limité. Classe C1, vous voyez, cette hypothèse de classe C1 admet un développement limité. Et donc, bien sûr, classe C1, ça entraîne la continuité, ça entraîne aussi ce qu'on appelle dérivée partielle qui existe aussi. En posant U égale HK, ce DL va être justement, vous voyez, ça c'est la place du lambda, et ça c'est la place du mu. F admet donc en tout A de U une dérivée partielle suivant tout vecteur. D'accord? Donc cette dérivée partielle va être donnée par H df sur dx en A, plus 4 df sur dy en A, vous voyez. Cette dérivée partielle, ça va être ça. Le vecteur qui nous intéresse, c'est H et K. Et ce qui nous intéresse, c'est maintenant la notion de différentiel. Si U est inclus dans R2, à valeur dans R ou dans R2, de classe C1 sur U, pour tout point A de U, vous voyez, j'associe, vous voyez ce qu'on avait fait tout à l'heure, dFA, ça signifie la différentielle de F au point A qui agit sur HK, c'est du de f en A. Donc, si vous voulez, différentiel pour mieux écrire, df A de HK va être égal à H df sur dx en A plus K df sur dy en A. Alors ça, c'est, puisque la fonction de classe C1, c'était le fameux lambda tout à l'heure, et ça, c'était le fameux mu. Donc, et vous remarquez ici, quelles sont les variables? Ici, ça c'est fixe. Ça c'est fixe. Les variables ici, c'est H et K. Donc, ce qui va se passer, c'est une application linéaire de R2, soit dans R, dans le cas où on a F et valeur réelle, soit de R2 dans R2, si F est à valeur R2. C'est très important. Alors, dFA appartient à l'ensemble des applications linéaires de R2 dans R, c'est K, F, qui va de U dans R, dFA appartient à L de R2 dans R2, et ceci est très important pour la suite, K, F dans R2. Alors cette notation grand L, c'est-à-dire application linéaire. On verra tout à l'heure à quoi ça va être servir.
Alors maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une matrice jacobienne. Je vais présenter un petit peu la chose. Ceci étant des applications linéaires, on sait qu'en algèbre, si je fixe une base, bon, il ne faut pas oublier que R2 est un espace vectoriel, que R ici est un espace vectoriel, R2, la même chose ici. R2 est un espace vectoriel sur R de dimension 2. R est un espace vectoriel de dimension 1 sur lui-même, la même chose. Donc on va obtenir ici une application linéaire d'un espace vectoriel, pardon, de R2 sur R, dimension 2, dimension 1, dimension 2, dimension 2. Et donc, on sait que les applications linéaires, une fois qu'on précise des bases de l'espace vectoriel départ, des bases de l'espace vectoriel d'arrivée, départ, arrivée, vont être représentées par des matrices. Donc, je prends f, une fonction qui prend ses valeurs sur un ouvert de R2 et qui est à valeur dans R ou dans R2, qui est de classe C1. Je prends un point A de U. On sait que dfa est une application linéaire de R2 dans R ou de R2 dans R2. La matrice de df de A, quand je précise ici, ce sont les bases canoniques. Alors, pour R, la base canonique, c'est le réel 1. Pour R2, la base canonique, c'est le vecteur 1, 0 ou le vecteur 0, 1 dont on a toujours parlé. C'est les axes I et J. Ici, la même chose. Je prends ici comme base canonique, c'est E1 et E2, 1, 0, 0, 1. Base canonique, E1, E2, c'est-à-dire 1, 0 et 0, 1. Donc, par ce biais-là, la matrice de df de A va être une matrice à combien de lignes et combien de colonnes? Donc, ça va être une ligne et 2 colonnes. Ça correspond 2 variables, valeur numérique. Dans ce cas-là, on va obtenir 2 lignes, 2 colonnes. Donc, vous voyez un petit peu où est-ce que j'interprète les lignes et les colonnes. Ligne, donc R, dimension 1, une ligne, 2 colonnes, 2 lignes, 2 colonnes. Donc 2, 2. Donc ici, dans ce cas-là, ça va être une matrice carrée. Donc de toutes les manières, ça va être une matrice. Et cette matrice va être notée J en A de F. C'est par définition ce qu'on appelle la matrice jacobienne. En A. Donc, vous voyez, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que, comment peut-on écrire une matrice avec une ligne et 2 colonnes? Bon, ça va être ça. Donc, JA de F, ça va être la matrice. Ici, c'est df sur dx en A. Il n'y a pas de point virgule ici, c'est une matrice. Df sur dy en A. Vous voyez, une ligne, 2 colonnes. Une ligne, pourquoi? Parce que j'ai une seule fonction composante. 2 colonnes, parce que j'ai 2 variables. De même, si f est à valeur dans R2, vous aurez ici votre matrice jacobienne GA de f égale, vous voyez ici, alors, première composante, vous voyez, bon, apprenez ça par cœur. Sur la première ligne, c'est la première composante. Sur la deuxième ligne, c'est la deuxième composante. Donc, df1 sur dx en A, df1 sur dy en A. Bien sûr, deuxième ligne, deuxième composante. df2 sur dx en A, df2 sur dy en A. On peut aussi dire, première colonne, c'est x, x. Deuxième colonne, vous voyez, c'est y, y. Donc, soit je considère, vous voyez, moi j'efface, c'est comme si j'efface ici, je considère df1, 2 par rapport à x, puis après ensuite je considère f1, f2 par rapport à y, soit je considère, vous voyez, f1 par rapport à x et par rapport à y, et f2 par rapport à x et par rapport à y. Donc cette matrice-là, cette manière-là, c'est ce qu'on appelle la matrice jacobienne de f en A. Alors cette matrice jacobienne, vous voyez, elle s'écrit tout simplement à l'aide des dérivées partielles. Alors, supposons que l'on ait on va prendre par exemple ici, je prendrai f de x, y est égal à une fonction qui va de R2 dans R2, ici exponentielle x carré plus y carré, ici exponentielle x carré moins y carré. Quelle va être donc la matrice jacobienne en un point x, y quelconque? Alors, quelle est la première fonction composante? C'est exponentielle x carré plus y carré. Quelle est sa dérivée par rapport à x? Donc, j au point x, y de f
Alors après, quand on a un peu plus d'expérience, on oublie un petit peu les XY, mais là, on comprend parfaitement un petit peu les choses. Alors, JF en XY, ça va être, je sais maintenant que c'est une matrice de lignes de colonnes. Première composante, c'est exponentielle x carré plus y carré. Donc c'est de la forme exponentielle x carré fois exponentielle y carré. Exponentielle y carré est une fonction, enfin ça va être constant. Il va me rester donc 2x exponentielle x carré plus y carré. Alors, maintenant, toujours la même. Mais maintenant, en dérivant par rapport à y. Comme c'est symétrique, j'aurai 2y exponentielle x carré plus y carré. Ici, maintenant, je fais la même chose. J'aurai 2x exponentielle x carré moins y carré. Et bien sûr, ce n'est plus symétrique maintenant. Il faudrait faire attention. C'est moins 2y exponentielle x carré moins y carré. Vous voyez un petit peu que cette notation jacobienne est très très intéressante parce qu'elle me permet de dire, au lieu de travailler sur les différentiels avec les petits taux et ainsi de suite, je travaille tout simplement avec une matrice qui est dans ce cas-là de 2. Bien sûr, si j'ai une matrice, si j'ai une fonction à valeur numérique, j'aurais eu uniquement une matrice à une ligne. Maintenant, on va passer aux applications CK. Qui dit les applications CK, c'est que on veut étendre la définition de dérivée à un ordre supérieur. Rappelez-vous que pour les fonctions d'une variable, on avait d'abord défini la dérivée, puis après on avait dit parler de dérivée successive. Alors, comme toujours, on prend une fonction qui va de U dans R ou dans R2. Alors, je prends maintenant la fonction df sur dx. C'est maintenant aussi une fonction, supposons que cette fonction soit définie et continue sur U tout entier. Donc, au lieu de travailler avec f, on va travailler avec sa dérivée partielle par rapport à x. Alors, maintenant, si G admet une dérivée partielle par rapport à x, cette dérivée partielle par rapport à x, ça signifie quoi? Je dérive par rapport à x la dérivée par rapport à x de f. Donc, on notera ça, vous voyez, ça signifie j'ai dérivé 2 fois, et j'ai dérivé 2 fois par rapport à x. Vous voyez, dérivé par rapport à x, la fonction g qui est ici, dérivée par rapport à x. De même, je vais noter encore dg sur dy, vous voyez un petit peu l'ordre est très important. Quelle est ma fonction? Ma fonction, donc supposons que je n'ai pas cet indice 2. C'est df sur dx. Maintenant, je lui ajoute l'opérateur d ici, j'aurai. Alors, de point de vue opératoriel, j'aurai ceci. d sur dy de df sur dx. Alors, l'opération d rang, on l'écrira d2. Et bien sûr ici, mais attention, l'ordre est très important. Ça signifie que, en premier lieu, je dérive par rapport à x, et ensuite, je dérive par rapport à y. Donc, ce qu'on appelle la dérivée partielle de g en a suivant y. De même, si on prend maintenant, au lieu de df sur dx, on prend df sur dy, on va aussi définir sa dérivée par rapport à x et sa dérivée par rapport à y. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner encore, je laisse ça ici, d sur dx de df sur dy, qui va être, bien sûr, dans le cas où ça existe, c'est d de f sur dx dy, et enfin, d sur dy de df sur dy, qui va être égal à d de f sur dx dy au carré. Donc, j'ai finalement combien de dérivées partielles d'ordre 2? J'en ai 4. d2 sur dx2, d2 sur dy dx, d2 sur dx dy, et en fait, d2 sur dy2. Ça, si vous voulez, c'est ça qui complique un petit peu le travail dans le cas où on a 2 variables, parce que vous voyez, dans le cas d'une variable, on a une seule dérivée, on a une seule dérivée seconde, on a d'autres dérivées toujours. Mais pour 2 variables, vous voyez ce qui va se passer, on aura 2 dérivées premières. Donc, 4 dérivées secondes. Et vous pouvez imaginer maintenant combien de dérivées troisième, vous pouvez imaginer maintenant combien de dérivées quatrième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on va essayer de donner des conditions sur R de régularité de telle manière à essayer
d'éviter un petit peu cette prolifération de dérivés. On verra ça tout à l'heure comment. Bon. Vous voyez, d de f sur dx2, comme j'ai dit, dy dx, celle-là c'est dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à x. Celle-là c'est la dérivée par rapport à x de la dérivée par rapport à y. Puis ensuite la dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à y. Alors, quand elle existe, bien sûr, parce que, comme vous le savez, les dérivées partielles sont définies par des rapports dont on cherche la limite. Si la limite existe, on dira que ces dérivées partielles existent. Alors, ces 4 dérivées partielles s'appellent les dérivées partielles d'ordre E. Alors, il y a des exemples où celle-là, par exemple, existe. Celle-là n'existe pas. Celle-là existe, celle-là n'existe pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a tous les cas de figure. Donc, il n'est pas obligatoire que les 4 existent en même temps. Il se peut qu'aucune d'elles n'existe. Il se peut qu'il n'y en ait qu'une seule. Je ne sais pas laquelle exactement, bon, une des 4. Il se peut qu'il y en ait 2 des 4 qui existent, 3 des 4, et puis dans le cas, je dirais dans le meilleur cas, c'est les 4 existent. Donc, c'est toujours, quand les dérivés partiels existent, on dira que le dérivé d'ordre 2. Et pourquoi le 2? Vous voyez ces 2 ici à chaque fois, hein, vous voyez 2. Ici, même si on ne voit pas le 2, c'est on a des rangs, des rangs. Donc, en fait, on comptabilise le nombre de rangs en haut et on comptabilise le nombre de rangs en bas pour savoir quel est l'ordre de la dérive. Application de classe C2. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie qu'une application de classe C2? Dans le cas d'une variable réelle, c'est quoi une application de classe C2? C'est une fonction qui est dérivable 2 fois, dont la dérivée seconde est continue. Bon. Ce qu'on va faire aussi, mais au lieu d'ici de parler la dérivée seconde, en fait, on va parler les dérivées partielles secondes. F de U dans R2 a valeur toujours dans R ou R2. Alors, dans tout ce qu'on vient de faire ici, il n'y a pas d'importance. Alors, c'est la seule chose que je voudrais dire. C'est-à-dire, pour dériver une application qui est à valeur dans R2, en fait, ça se ramène à dériver 2 applications qui sont à valeur dans R1. C'est-à-dire, si je voulais faire, si f de xy, par exemple, c'est f1 de xy, f2 de xy, alors df sur dx, par exemple, je prends une dérivée partielle. Ça va être quoi? Ça va être égal à df1 sur dx. Alors, je fais ça, j'oublie les xy, c'est uniquement pour écrire un petit peu le dy. Si maintenant je veux écrire d de f sur dy dx, ben c'est la même chose ici, c'est d2 f1 sur dy dx, d2 f2 sur dy, dx. Et donc vous voyez un petit peu que calculer les dérivées partielles, peut-être première et aussi seconde d'une fonction à valeur dans R2, cela se ramène à prendre les mêmes choses pour chacune des composantes. Mais vous voyez, ça fera un petit peu d'écriture. Bon, c'est normal parce que ici j'ai 2 composants. Revenons maintenant à nos applications de classe C2. Alors, j'ai dit, je prends une fonction qui est définie sur un ouvert de R2 et à valeur dans R ou dans R2, qui est déjà de classe C1. Qui dit de classe C1, ça signifie qu'il admet déjà des dérivées partielles en tout point de U. Alors, si les 4 en même temps, alors là c'est très important, les 4 dérivées existent en tout point de U, d'accord? On suppose, donc c'est la première hypothèse, on définit ainsi des applications, 4 applications, vous voyez, qui sont d de f sur dx2, d de f sur dy dx, d de f sur dx dy et d de f sur dy2. Alors, si 4 applications sont continues, alors on dira que la fonction est de classe C2. Alors, ça généralise un petit peu, la notion de dérivée seconde et de classe C dans le cas d'une variable. Dans le cas d'une variable, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une dérivée première, j'ai une dérivée seconde qui doit être aussi continue, ça me donne C2. Ici, malheureusement, le fait qu'on en ait 2 variables, j'ai 2 dérivées premières, quand elles sont continues, ça me donne classe C1, 4 dérivées secondes, donc ça me donnera classe C2, et on verra 8 dérivées 3, ça donnera classe C3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a quand même besoin de quelque chose qui limite un petit peu cette inflation de dérivées, et on va voir qu'il y a un théorème très très important qui va nous permettre de le faire. Justement, théorème de Schwarz. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Schwarz? Le théorème de Schwarz nous dit que quand je prends une fonction ou une application d'un ouvert de R2 vers R ou vers R2, qui est de classe C1,
alors en tout point A de U, on a l'égalité d de f sur dx dy égale d de f sur dy dx. Donc là, C2. Donc, condition C2 entraîne, j'ai le droit d'intervertir les dérivées partielles croisées. Moralité. Si je sais que la fonction de classe C2, j'aurai combien de dérivées secondes? Au lieu d'avoir 4 dérivées secondes, en fait, on se ramènera à 3 dérivées secondes. Bon, c'est déjà pas mal de réduire, parce que, supposez que vous voulez dériver encore les dérivées troisième, donc vous aurez, au lieu de 8 dérivées, vous aurez 6 dérivées, donc, si vous voulez, plus l'ordre des dérivées augmente, plus on gagne de nombre de dérivées partielles qu'on essaie un petit peu de faire. Alors, par récurrence, comment définit-on l'application de classe CK? Comme on l'avait fait dans le cas des fonctions d'une variable, je prends une fonction d'un ouvert de R2 à valeur dans R ou dans R2, je prends K un élément de N, éventuellement plus l'infini, hein, donc on peut aussi parler de fonction de classe C infinie. On définit par récurrence cette notion de classe CK en disant, si K égale à 0, c'est la continuité. Là, on le savait déjà. Si K supérieur ou égal à 0, on dit que F est de classe CK si les deux dérivées partielles de F sont elles-mêmes de classe CK-1. Donc vous voyez, je fais par récurrence, si je démontre que df sur dx et df sur dy sont de classe, par exemple, 5, alors ma fonction va être de classe C6. Maintenant, pour k égale à 1, on retrouve les applications de classe C1. Une application de classe C infinie, c'est une application qui est de classe CK pour tout k appartenant à N. Et bien sûr, c'est des notations. On notera CK de U de R, éventuellement CK de U dans R2, l'ensemble des applications de classe CK sur l'ouvert U à valeur dans R2. Et maintenant, on va passer à quelques exemples, parce que c'est très très important de faire ceci. On va voir un petit peu, on va se donner un certain nombre de fonctions, puis voir un petit peu quelle est leur classe. Alors, je vais passer par f de xy égale à x y au cube, toujours sur x carré plus y carré, évidemment, son ensemble de définition c'est xy différent de 0, 0, et puis égal à 0 si xy égale à 0, 0. Alors, ce qu'on cherche, c'est quel est l'ensemble maximal pour avoir la classe maximale que l'on a. Alors, déjà, sur R2, moins 0, 0. Alors, comme on a fait toujours, d'ailleurs, ça doit être un automatisme chez vous, chers étudiantes et étudiants, c'est que vous allez dire, quel est le problème ici? J'ai le problème en 0, 0. Enlevons 0 et voyons ce qui se passe. Qu'est-ce que je remarque? C'est le quotient d'une fonction polynomiale sur une fonction polynomiale. Cette fonction polynomiale ne s'annule pas en 0, 0, en dehors de 0, 0. Donc, je sais qu'une fonction polynomiale est toujours de classe C infinie. Donc ici, la même chose, ici, de classe C infinie. Je fais le rapport de classe C infinie, ça va me donner quelque chose de classe C infinie. Donc ici, F est C infini. Donc, j'ai le maximum, mais quand j'enlève 0. Maintenant, le problème, si on intègre 0. Première chose, on va voir la continuité, puis on va voir la classe C1, puis on va voir la classe C2, et ainsi de suite, autant que possible. Alors, f de xy en valeur absolue, parce qu'ici nous avons une fonction de la variable réelle, elle est inférieure ou égale à quoi? Alors, vous avez ici de l'ordre 5 sur de l'ordre 2, donc c'est inférieur à 4 sur 2, donc inférieur ou égal à x carré plus y carré, donc c'est facile à montrer. Cela montre tout simplement que f de xy tend vers 0 quand x, y tend vers 0, 0. Nous avons déjà donc montré déjà que la fonction est continue sur R2. Donc nous avons déjà gagné au moins une classe, c'est que f est de classe C0 sur R. Donc nous avons, donc c'est pas la peine de l'écrire. Maintenant nous allons passer à classe C1. Quelle est sur R2 moins 0, 0, quelle est df sur dx? Alors bien sûr ici, pour calculer df sur dx, il suffit de faire la dérivée du numérateur sur le dénominateur
Donc c'est de la forme dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg'. Alors, tout calcul fait, donc ça va être égal à y au cube, facteur de y carré moins x carré, sur x carré plus y carré au carré. Bon. Et nous devons calculer df sur dx en 0, 0. Pourquoi nous devons le faire? Parce que tout à l'heure, on était obligé de faire les calculs en dehors de 0, 0. Alors, en 0, 0, f de x 0, il suffit de voir que c'est 0, moins 0, donc c'est égal à 0. Alors, est-ce que cette quantité, est-ce qu'elle est continue en 0, 0? Pour voir s'il est continu en 0, 0, il faudrait voir que cette limite, quand x, y tend vers 0, 0, c'est 0. Donc ici, nous avons ici de l'ordre 5, nous avons ici de l'ordre 4. Nous démontrons donc maintenant que df sur dx, en valeur absolue, est inférieur à racine de x carré plus y carré. Ce qui signifie tout simplement que df sur dx tend vers 0 quand xy tend vers 0, 0. Cela prouve quoi? Cela prouve en fait que cette fonction qui est définie sur R de moins 0, 0 est définie en 0, est en fait continue en 0, 0. Alors, de même, df sur dy va être égal à xy au carré, facteur de y au carré plus 3x au carré sur x au carré plus y carré au carré, et de la même manière pour xy différent de 0, 0. Donc en fait, on voit encore les mêmes exercices sur les limites et sur la continuité. df sur dy en 0, 0 égale à 0. On remarque que df sur dy est aussi ici majoré par 2, 4, à peu près 4 racines de x carré plus y carré. Donc, limite df sur dy tend vers 0 quand xy tend vers 0, 0. Donc cela signifie maintenant que les deux fonctions df sur dx et df sur dy sont toutes les deux continues en 0, 0. Et donc nous obtenons donc une fonction qui est de classe C1. Alors, autre chose, essayez de voir maintenant les dérivées partielles au fur et à mesure. Hein. Ça va donner des calculs un petit peu pénibles, mais c'est pas grave. Voir d'abord ce qui se passe en dehors 0, 0, calculer l'expression, voir calculer exactement à l'aide des rapports les dérivées partielles, hein, les 4 dérivées partielles, en fait c'est ça qui va faire je dirais entre parenthèses le charme de l'exercice, parce que ça vous exercera à calculer beaucoup de choses. Donc, et puis après vous allez voir, si les fonctions sont continues, ça va être de classe C1, si les fonctions ne sont pas continues, ça va pas être de classe C1. C'est une des qui va pas. Donc, ici nous montrons que cette fonction, nous avons ici pris une fonction qui est de classe C1. Maintenant, nous voulons parler un petit peu de cette notion de théorème de Schwarz. On a envie de calculer d de f sur dx carré. Mais d de f sur dx carré, c'est quoi? C'est df sur dx au point x0 moins df sur dx en 0, 0 sur x. D'accord. Sur x. Bon, je sais que df sur dx au point x0 va être égal à à moins, c'est égal à 0, moins 0 sur x, donc tend vers 0. Si vous voulez, ça prête à rire un petit peu, mais bon, on est obligé de le faire. Alors, on peut de même faire df sur dy2, bien sûr, ceci en 0, 0. On va montrer que c'est égal à 0, mais c'est pas ça ce qui m'importe le plus. Ce qui m'importe, c'est de calculer d de f sur dy dx en 0, 0. Alors, ceci, ça va être égal à quoi? Ça va être df sur dx en 0y. Vous voyez pourquoi? Parce que je dérive par rapport à y. Moins df sur dx en 0, 0 sur y. Alors, si on a pris les expressions précédentes, si on remplace, on va trouver que cette quantité, c'est tend vers 1, si vous voulez,
pardon, ça c'est juste 2 points ici, c'est les limites. Cette quantité tend vers 1 quand y tend vers 0. Donc, d de f sur dy dx en 0, 0 égale à 1. De même, on montre que d de f sur dx dy, dans ce cas-là, en 0, 0 va être égal à 0. Qu'est-ce que cela donc entraîne? Cela entraîne tout simplement que la fonction ne peut pas être de classe C2. Pourquoi? S'il avait été de classe C2, après le théorème de Schwarz, les dérivées croisées vont être égales. Or, nous voyons que en 0, 0, les dérivées croisées ne peuvent pas être égales. Donc, la fonction ici ne peut pas être de classe C2 en 0, 0. Moralité, la fonction que je définis ici est au maximum de classe C1 sur R2. Mais dès que j'enlève 0, elle est de classe C infini. D'accord? Bon, maintenant on peut changer ce genre de fonction pour avoir des fonctions qui sont de plus en plus valables, si vous voulez. Alors, si vous prenez un petit peu la fonction qu'on avait fait tout à l'heure, f de x égale à x au carré valeur absolue de y, alors déjà, on voit que celle-là, il va y avoir des problèmes, si vous voulez. Est-ce qu'elle va être de classe C1 ou pas? Donc, à vous de voir ce qui se passe ici. Maintenant, si je prends des fonctions du type f de x, y, alors classe. Alors, quand je prends une fonction du type, ce qu'on avait fait aussi, c'est un exemple qu'on avait fait déjà auparavant, sinus 1 sur xy, si xy différent de 0, 0 si le... Alors, classe de f. Alors, bien sûr, quand on pose cette question de classe, en fait, on peut y répondre de plusieurs manières. De quelle manière? Premièrement, je cherche l'ensemble sur lequel elle est de classe maximale. Par exemple, celle-là. Cette fonction-là, quand j'enlève... Alors, vous voyez que ça signifie x, y égale à 0. C'est x égale à 0 ou y égale à 0. Ça signifie, je prends R2 auquel j'ai enlevé les deux axes. Quand je prends R2 auquel j'ai enlevé les deux axes, j'ai le raisonnement suivant. x, y ne s'annule pas. Donc, elle est C infini. 1 sur fonction C infini va être une fonction C infini. Je compose avec la fonction sinus. On sait que la fonction sinus est de classe C infini. Donc, cette composition va être de classe C infini, mais toujours c'est un ensemble. Ça signifie R2 auquel j'ai enlevé les deux axes. Je multiplie par un polynôme qui est de classe C infini. Ça me donnera donc quelque chose de classe C infini. Donc, j'ai déjà repéré l'ensemble sur lequel j'ai une, je dirais, la classe maximale. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour cet exercice-là, je vous invite à faire une étude de ce type-là. Alors, nous avons enlevé ces deux axes-là. Alors, vous voyez que on a un point ici, x0, 0, avec x0 différent de 0. On a un point ici, y0, 0, y0, y0 différent de 0. Donc, c'est-à-dire, sur cette partie, cette partie, cette partie, cette partie. Et nous avons au point 0, 0 qui est très particulier. Donc, on doit faire une étude très particulière en 3 types de points. Les points du type x0, 0, ça signifie ceux qui sont sur l'axe sans être 0, 0. Les points qui sont sur l'axe vertical 0, y, 0 sans rencontrer, bien sûr, le point 0, 0. Et puisque le point 0, 0 est un point de rencontre des deux axes, c'est que ça doit être un point qui est très particulier. Donc, il faut faire une étude particulière en ces points-là. Donc, faire l'étude ici. Faire l'étude ici, alors vous choisir, vous commencez par x0, 0, ou par 0, y0, et donc à vous de voir, puis enfin faire l'étude en 0, 0. Et donc, au fur et à mesure, qu'est-ce que vous allez faire? Calculer df sur dx, df sur dy, voir s'il y a continuité. Dès qu'il n'y a pas continuité, il n'y a pas C1, donc on arrête. Sinon, s'il y a continuité, on va encore aller voir les dérivées croisées. S'ils sont égales, je ne peux rien dire, je vais voir les 4 dérivés, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on aura C2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça, on aura ce qui se passe pour la classe maximale. Alors, dérivées successives. Maintenant, nous définissons les dérivées successives de cette manière-là, de manière récurrente. Hein?
je prends P un entier compris entre 1 et K, on définit les applications dérivées partielles PIM de F par récurrence finie de la manière suivante. Donc ça, c'est une définition tout à fait simple. P égale à 1, c'est les dérivées premières. P supérieur égale à 2, ce sont les dérivées premières de quoi? Des P moins 1 dérivées. Donc, je calcule les dérivées premières, je les dérive une fois, ça me donne les dérivées secondes. Je les dérive une fois, ça me donne les dérivées troisième. Et les opérations sur les applications de classe CK. Maintenant, on a commencé à parler de ces opérations plusieurs fois. Ça commence à devenir très, je dirais entre parenthèses, banal. F et G, deux applications définies sur l'ouvert U à valeur dans R ou dans R2. Nous pouvons définir la somme de fonctions de classe CK et de classe CK, combinaison linéaire de fonctions de classe CK et de classe CK. Le produit maintenant, quand c'est possible, soit les deux sont à valeur réelle, soit une des deux est à valeur réelle, une à valeur vectorielle. Les deux ne peuvent pas être toutes les deux à valeur vectorielle. Donc, le produit de fonctions de classe CK, quand c'est possible, est une, et cela reste vrai si l'une des applications est à valeur dans R et l'autre à valeur dans R2. Enfin, la division, comme nous avons toujours habitude à faire, 1 sur G va être de classe CK. Mais alors là, dans ce cas-là, il faudrait faire très attention. G doit être à valeur réelle et il ne s'annule jamais. Je multiplie par F, ça me donnera toujours la division qui est de classe CK. Ces résultats me permettent de dire que CKU dans R est une sous-algèbre parce que j'ai la somme, la multiplication par un scalaire et le produit. Et ici, uniquement un sous-espace vectoriel parce que je n'ai pas la notion de produit. Ainsi se termine notre leçon sur les fonctions de deux variables, application de classe CK. Pour plus de renseignements, veuillez vous connecter sur le site